Radio Pays, en partenariat avec le Grand Hôtel Montabo, vous propose le Zoom. Aujourd'hui, le mystère des papillons transparents. Timothée, aujourd'hui, une chronique qui nous emmène en forêt et plus particulièrement dans celle de la réserve naturelle de Caux. Et oui, et ce matin au programme, je vous invite pour une petite partie de Cluedo inversé. Ce matin, je vous propose de partir en excursion aux côtés d'une équipe du CNRS, composée notamment de doctorants comme Arletty Roy, qui s'intéressent à des papillons bien particuliers. Et qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, ces papillons ? En fait, je le confesse, c'était un petit peu aguicheur. Si les espèces étudiées, donc ici la branche des Itomini, nous intéressent, en soi, toutes les espèces animales sont uniques à leur manière et dignes d'intérêt. Mais les Itomini ont pour certains tout de même une petite particularité morphologique assez sympa à leur actif. Certains sont transparents, translucides. Étonnant, non ? En fait, ce groupe d'espèces, ce qu'on appelle en taxation une tribu, compte un peu moins de 400 espèces dont l'Amérique du Sud est le grand terrain de jeu. Alors, petit arrêt sur ces chiffres, on retrouve en Guyane environ 2000 espèces de papillons, contre environ 200-300 en hexagone. C'est juste pour vous donner une petite idée de l'extraordinaire richesse de la biodiversité dans nos forêts. Et je ne parle en plus ici que des papillons de jour, mais bref. En Guyane, donc, on ne retrouve qu'un cinquième de tous les Itomini, soit environ 45 espèces. 45 espèces, ça fait déjà beaucoup ça, ce n'est pas trop compliqué à étudier ? C'est ce que je me suis demandé aussi. Mais Arletty, à travers ces insectes, étudie les mécanismes écologiques qui influent sur la diversification des espèces et leur répartition dans les écosystèmes. Donc, en fait, avoir beaucoup d'espèces, c'est aussi un peu un défaut, mais ça complexifie la donnée, mais ça permet aussi et surtout d'avoir beaucoup plus d'informations sur la spéciation, la répartition des espèces, qu'avec un genre qui en comporte que 10. Et ça, ça nous permet d'avancer plus facilement dans notre enquête. Car oui, on va, comme je l'ai dit, ouvrir une enquête inversée. Aujourd'hui, on ne va pas chercher un coupable d'un crime, comme de coutume dans une enquête, mais plutôt chercher à comprendre, à expliquer un mécanisme de survie. Celui sur lequel on va se concentrer, c'est une des hypothèses de la thèse d'Arletty, pourquoi chez les Itomini, il existe des papillons transparents. Procédons par ordre. Zone de l'enquête, mobile, arme du crime, du non-crime ici, c'est plutôt une technique de défense qu'on va tenter de percer à jour. Pour le lieu du non-crime, nous étions aujourd'hui à Caux, mais la zone d'étude de ces papillons est beaucoup plus large. Les Itomini, Arletty ne s'est pas contentée de les étudier en Guyane, elle est aussi allée au Pérou qui regorge de territoires où les Itomini abondent, parfois bien davantage qu'en Guyane. Les deux régions sont en outre très différentes en matière d'écosystème, d'où l'intérêt d'être parti faire du terrain au Pérou, qui est qui plus est très hétérogène dans ses biomes. Avoir des biomes différents, c'est bien, car ça permet de vérifier davantage d'hypothèses et d'étayer les comportements en fonction des variations de l'environnement. Ainsi donc, la Guyane comme le Pérou ont été découpés selon certaines caractéristiques, la principale étant l'altitude, afin de dégager des terrains à étudier à basse, à moyenne et à plus haute altitude, la plus haute altitude étant environ 700 mètres, c'était au Pérou. Ça c'est pour le milieu, et ensuite ? Ensuite, le mobile. Pourquoi est-ce que ces papillons ont-ils pris ce caractère si particulier qu'est la transparence ? Qu'est-ce qui les a poussés à ce comportement ? Je vous donne un indice en vous expliquant ce que nous étions venus faire à Caux. Nous avons répété un travail qui a également été fait au Mont Galbao, au Mont Itoupé, au Nourag ou encore à Papaicheton, donc d'autres terrains en Guyane. Nous ramassions une centaine de faux papillons posés 3 jours en amont, faits en pâte à modeler, donc plus précisément il y en avait 200, et ces faux papillons ils n'étaient pas placés au hasard, certains étaient à hauteur humaine, environ 2 mètres, d'autres beaucoup plus près du sol, à ras de terre, pour vérifier s'il y a des différences de prédation entre les faux papillons en hauteur et ceux à terre, et donc quelle est la pression globale de cette prédation sur les papillons, selon le milieu. Les milieux, revenons dessus un instant. Ils sont également passés à la loupe par l'équipe des chercheurs qui, à l'aide de différents instruments, remplissent des fiches de caractérisation des zones étudiées. Pour réaliser cette caractérisation, les chercheurs s'appuient sur des observations, doublées de photographies, mais ils font aussi et surtout des relevés à partir d'un certain nombre d'instruments, mesurant par exemple le degré de luminosité, de température, etc. Il y a de la collecte également qui est faite pour mieux pouvoir décrire par la suite la flore présente sur chaque espace. Autre action, réalisée aussi sur le terrain, le prélèvement également d'échantillons directement sur les papillons afin d'étudier leur chimie, comme par exemple leur toxicité. Et oui, la toxicité, c'est le moment d'évoquer l'arme du crime. Enfin, des armes du crime, ou plutôt de défense ici donc pour les papillons transparents, ils en ont plusieurs. Leur toxicité d'abord est une première stratégie de défense qui était à la base dite aposématique. En clair, ça marche exactement comme certaines espèces de grenouilles, comme les dendrobates, ou bien les serpents,
comme par exemple avec les serpents corail qui sont très colorés, et d'ailleurs on le rappelle, parmi les rares en Guyane à être dangereux. Ces différentes espèces préviennent leurs colocataires de forêt qu'ils possèdent quelque chose de venimeux, qu'ils sont dangereux. Chez les grenouilles, c'est la surface de leur peau. Chez le serpent, le venin contenu dans leur morsure. Et chez d'autres insectes, ce sont même des jets qui peuvent être projetés sur les prédateurs. Mais chez les papillons, eh bien c'est leur goût qui est toxique. En effet, lorsqu'un prédateur mange un de ces papillons transparents, il a une bien mauvaise surprise. Eh ben il est pas très bon, il est même un peu toxique, il est pas franchement comestible. Les prédateurs, à force, vont développer leur connaissance et apprendre à ne pas toucher les papillons qui ressemblent à celui-ci. Problème, chez les papillons transparents, on a abandonné presque totalement cette combinaison de défense, avec la perte de cette couleur orange caractéristique des itomini opaques pour devenir transparents, mais tout en gardant la toxicité. Donc, on a toujours ce problème de goût, mais il ne semble plus être lié directement à une couleur d'avertissement, si on accepte quelques parties du corps du papillon qui restent encore un peu orange, comme sur le bord des ailes. Car malheureusement pour les papillons transparents, si certains de leurs prédateurs ont une capacité de mémorisation, ou des capteurs réceptifs à l'aspect des papillons, comme par exemple une vue développée, et bien ça n'est pas le cas de tous, comme par exemple d'autres prédateurs comme les insectes. Et on termine ainsi notre enquête avec la deuxième technique de défense de ces super papillons, la transparence. On en parle depuis le début, mais cette transparence, elle sert aussi à la protection du papillon. Quand les prédateurs ont des systèmes cognitifs moins réceptifs à la couleur et un apprentissage moins fort, se cacher est une autre solution pour tenter de sortir du menu de certains prédateurs et donc de survivre. C'est là ce qu'on appelle une stratégie de défense dite primaire, celles qui interviennent avant une prédation. Donc, en somme, les papillons deviendraient transparents en particulier au niveau du sol, à cause de la prédation plus forte dans ces espaces qui les oblige à adopter plusieurs stratégies de défense à la fois. Oui, en hypothèse toujours, ceci n'est encore qu'hypothèse. On a évoqué les interactions proie-prédateur, mais peut-être que la clé réside en fait dans leur régime alimentaire. Les plantes au sol sont peut-être juste plus intéressantes. Il y a aussi d'autres papillons transparents, mais qui justement copient les itomines transparents en adoptant le même aspect, celui donc de papillons toxiques, sans pour autant l'être eux-mêmes. On parle là alors d'une défense dite mimétique. D'où l'importance d'ailleurs des recherches d'Arletty qui, comme nous avons pu le voir, tentent par tous les moyens de comprendre au mieux le fonctionnement de ces papillons. Et comprendre ces papillons qui sont en somme très répandus dans les milieux en bon état écologique, c'est ce qu'on appelle des espèces indicatrices, c'est se donner les clés pour comprendre d'autres espèces dans le futur, c'est alimenter le savoir humain sur les écosystèmes tropicaux. Et comme l'explique Arletty... Non mais moi je suis convaincue que tu vois, plus on connaît un écosystème, on comprend son fonctionnement, plus ce sera facile de le protéger. Donc c'est super important qu'on comprenne vraiment les mécanismes d'interaction au sein des écosystèmes pour pouvoir les protéger au mieux. Ah, ça c'est intéressant. Voilà, on va les laisser à leur terrain, Florian. Voilà pour moi, chers auditeurs, j'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus. À la semaine prochaine.